Le 8 mars 2014, le vol Malaysia Airlines MH370 disparaît des radars, plongeant le monde entier dans l'incompréhension. À bord, 239 personnes, toutes disparues sans laisser de traces. Malgré des années de recherche intensive et de nombreuses théories, le mystère autour de cet avion reste entier. Nous allons plonger dans cette énigme qui défie la logique et la raison pour tenter de comprendre ce qui pourrait vraiment être arrivé au vol MH370. Était-ce un simple accident, un acte délibéré ou quelque chose de bien plus complexe? Le vol MH370. Une machine de cette taille-là peut bien disparaître. À la disparition du vol MH370. Et on nous dit qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc moi je dis juste, c'est pas possible. Je suis convaincu que cet avion a été détourné. C'est pas un accident, c'est que l'avion aurait été peut-être abattu. Le 8 mars 2014, le Boeing 777-200ER, réputé pour sa fiabilité, décolle de l'aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie, à minuit 42, heure locale, en direction de Pékin. À bord se trouvent 239 personnes, 227 passagers, dont 5 enfants et 12 membres d'équipage. Les 2 tiers des passagers étant chinois, 38 malaisiens et 13 autres nationalités différentes. 38 minutes après son décollage, l'avion quitte l'espace aérien malaisien. Le pilote, Zahari Ahmed Shah, envoie la dernière communication radio à 1h19. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Vers 1h21 du matin, alors que l'avion est entre le Vietnam et la Malaisie, le transpondeur qui permet à l'avion de communiquer avec l'extérieur est coupé et l'avion disparaît de tous les radars. Une vingtaine de minutes plus tard, les contrôleurs vietnamiens commencent à s'inquiéter et demandent des nouvelles aux contrôleurs malaisiens et les procédures d'urgence sont déclenchées. Au terminal, les panneaux commencent à afficher un retard de l'avion pour finir par être supprimés. Les proches des passagers vont commencer à s'inquiéter. À l'aube, à 7h24 du matin, la compagnie Malaysia Airlines annonce officiellement la disparition de l'avion et de ses passagers. That this flight MH370 lost contact with Subang Air Traffic Control at 2:40 a.m. Ces informations sont les seules dont on est absolument certain. La suite des événements sont à prendre avec des pincettes. Dès l'annonce de la disparition, les familles des disparus sont désemparées. L'incertitude et l'angoisse montent. La compagnie Malaysia Airlines a ouvert un centre d'accueil pour permettre aux familles de rester sur place afin de pouvoir les tenir informées. Malheureusement, les informations sont données au compte-gouttes et chez les proches, une colère et une frustration grandissante se fait ressentir. Nous voulons la vérité. Nous voulons juste savoir où se trouve l'avion. Qu'ils arrêtent de s'occuper de nous, qu'ils s'occupent de l'avion. Comme dit plus tôt, les passagers étant de nationalités différentes, chaque pays concerné veut retrouver ses ressortissants. Une collaboration internationale est donc lancée. Une vaste opération de recherche est organisée en mer de Chine méridionale, le dernier endroit où a été aperçu l'appareil sur les radars. Des navires, des avions et des satellites, tous sont mobilisés dans l'espoir de retrouver l'avion. Un premier moment de suspense s'installe quand un avion vietnamien trouve 2 traînées proches de la dernière position radar. Malheureusement, après analyse, il ne s'agit pas de carburant d'avion. Le 15 mars 2015, soit une semaine après la disparition de l'appareil, la Malaisie va révéler que des radars militaires auraient capté quelque chose d'incroyable. L'avion aurait changé de cap et aurait alors volé à l'opposé, traversant la Malaisie vers l'ouest. De plus, le téléphone du copilote, Farik Abdulhamid, aurait activé une antenne du réseau téléphonique terrestre à peu près au même endroit. It was brought to our attention by the Royal Malaysian Air Force that based on their primary radar and aircraft, the identity of which could not be confirmed, made a turn back. Cette annonce fait l'effet d'une bombe, car l'annonce tardive de cette information a conduit les recherches dans la mauvaise zone et a fait perdre un temps précieux. La piste du changement de cap a été confirmée par les autorités britanniques. En effet, il s'avère que l'un des équipements de l'avion, qui n'a apparemment pas été désactivé, a pu communiquer avec un satellite de la société britannique d'Inmarsat.
C'est une société de télécommunications spécialisée dans la téléphonie par satellite. Ces derniers auraient réussi à décrypter les données récoltées. Il est indiqué que l'avion aurait continué de voler pendant plusieurs heures, informant que l'avion s'était enfoncé dans l'immensité de l'océan Indien. Les informations avancées par le Premier ministre malaisien indiquent que le changement de trajectoire après le blackout est délibéré. Last position was in the middle of the Indian Ocean, west of Perth. Le détournement ayant été privilégié fait porter les premiers soupçons sur le commandant de bord. Cette hypothèse nous assure d'une chose. L'avion serait forcément arrivé à court de carburant et à l'heure de la conférence de presse, il ne fait apparemment aucun doute que l'avion s'est crashé et que ses passagers sont décédés. Des recherches plus complexes et plus coûteuses vont alors être déplacées vers l'océan Indien. Avril 2014, un nouvel espoir apparaît. Des signaux acoustiques sont entendus dans le sud de l'océan Indien. Des signaux qui, selon les experts, pourraient correspondre aux balises des boîtes noires de l'appareil. Aussitôt, les recherches se dirigent vers les fonds marins, un territoire hostile et peu exploré. Des équipes de recherche chinoises et australiennes se rassemblent et naviguent vers la zone. Un appareil Bluefin 21 va être utilisé, un véhicule sous-marin autonome capable de plonger dans une profondeur qui écraserait n'importe quel équipement. Il est remonté toutes les 24 heures afin de vérifier les données récupérées par le sonar pour cartographier les fonds marins et de peut-être y découvrir quelque chose. Malgré la précision des appareils et de l'engagement des chercheurs, le lieu présumé du crash est un territoire hostile. Un vrai labyrinthe avec des volcans sous-marins. Après des semaines de recherche, la tension monte. Les signaux détectés à l'origine n'ont plus été entendus. La frustration des proches est grandissante et ils ont le sentiment de se faire mener en bateau. Au total, ces recherches auront coûté plus de 150 millions. Tout simplement les recherches les plus coûteuses jamais effectuées. Plus d'1 an après le drame, le 29 juillet 2015, un nouveau rebondissement dans l'affaire. Un bout d'aileron est retrouvé sur une plage de la Réunion. Il s'agit du premier indice physique. Les analyses sur cet aileron auront duré plus d'1 an et demi et auraient conclu qu'ils appartenaient bien à l'avion. En juillet 2018, le rapport d'expertise mené par la Malaisie conclut le rapport en disant que les recherches menées n'ont pas permis de déterminer la véritable cause de la disparition. Judiciairement, il ne reste qu'un seul pays à continuer les recherches, la France. Maintenant que nous avons abordé le déroulé de la disparition jusqu'à la fin des recherches, nous allons nous pencher sur 3 théories qui ont émergé quant à la véritable raison de la disparition. Malgré l'annonce tardive du changement de cap, les premiers soupçons se portent vers le commandant de bord, Zahari Ahmed Shah. Le jour suivant la disparition, le FBI débarque en Malaisie et perquisitionne le domicile du pilote. Plusieurs éléments ont été explorés pour tenter de déterminer la responsabilité du commandant de bord. En premier lieu, un simulateur de vol a été embarqué par les autorités afin de l'analyser. Ils y ont retrouvé des itinéraires similaires à celui emprunté par le MH370, se terminant dans le sud de l'océan Indien. Mais selon plusieurs experts en aéronautique, cela n'a rien d'étonnant. De nombreux pilotes testent des trajectoires différentes et des amérissages afin d'être préparés à n'importe quelle situation. De plus, la présence du simulateur n'avait rien d'étrange, car Zahari Ahmed Shah était un passionné d'aviation et postait régulièrement des tutos sur YouTube. Les finances, de profil psychologique ainsi que l'entourage du pilote ont également été étudiés, mais rien d'anormal. Ce qui nous amène à une conclusion qui n'en est pas vraiment une. Les autorités malaisiennes ont aussi examiné le passé professionnel et financier du copilote, Farik Abdulhamid. Aucune anomalie probante n'a été détectée. La seule ombre au tableau de ce jeune homme est d'avoir invité 2 jeunes femmes dans le cockpit lors d'un vol précédent. Il voulait sûrement les impressionner. L'une des théories les plus explorées pour expliquer la disparition du vol est celle du détournement, c'est-à-dire la prise de contrôle volontaire de l'avion par une ou plusieurs personnes. Les éléments qui pourraient y ressembler sont le changement de trajectoire inexpliqué ainsi que le système de communication désactivé
qui semble avoir été délibérément coupé depuis le cockpit. Mais une fois de plus, différents points semblent mettre à mal cette théorie. En effet, lors de détournements ou d'actes terroristes, ceux-ci sont généralement revendiqués. À ce jour, aucune annonce n'a été faite. De plus, aucun des 277 passagers n'a été formellement lié à une activité terroriste, bien que 2 personnes voyageaient avec des passeports volés. Selon certaines personnes, l'avion aurait pu être abattu par des forces militaires malaisiennes, américaines ou d'autres. Cette théorie s'appuie sur plusieurs éléments et incohérences de l'affaire. En effet, lors du changement de trajectoire, l'avion aurait été détecté par un radar militaire. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'un avion civil n'a normalement pas le droit de passer sur une zone militaire. Auquel cas, des chasseurs sont envoyés afin de déterminer la raison de la présence de l'avion. Cette information avait été évoquée au Premier ministre malaisien, et voici sa réponse. Are you going to say that we're going to shoot it down? Well, you said that, not me. No, I'm asking you. I could not possibly answer that. I'm not a minister of defense. If you're not going to shoot it down, what's the point of sending it up? To see where it's going. Well, to see it going, you need a fighter for that? We're talking about military procedures. And if I did shoot it down, you'll be the first to say, how can you shoot down a commercial airline with 14 nationals, half of them Chinese? I'll be in a worse position probably. Why shoot it down if it's not hostile? Well, the Americans would. De plus, si le téléphone du copilote avait borné à cet emplacement, d'autres appareils des passagers auraient normalement dû être détectés aussi. L'absence de débris significatifs, malgré des recherches intensives, sont aussi au cœur du débat. En effet, lors d'affaires similaires, de nombreux débris, voire l'appareil entier, avaient été retrouvés. D'ailleurs, le débris retrouvé sur l'île de la Réunion, un élément manquait. La plaque sur laquelle est inscrite le numéro de l'appareil. Et alors, quand vous le regardez de près, il se trouve que cette pièce a un défaut majeur, sans même rentrer dans les détails, c'est qu'il a perdu sa plaque d'immatriculation. La seule instance dans laquelle on enlève une plaque d'immatriculation à une pièce d'un avion, c'est quand un avion est démantelé ou décommissionné. Là, c'est obligatoire. Et pour finir, le comportement des autorités. Cela va du manque de communication à la présence du FBI en Malaisie le lendemain de la disparition, mais également à la visite historique d'un président américain sur le sol malaisien 7 semaines après la disparition de l'appareil. Il est important de noter que ça ne serait pas la première fois qu'un avion civil se fasse abattre. Serait-ce peut-être un avertissement d'un quelconque gouvernement ? Plus de 10 ans après la disparition du vol MH370, elle reste la plus grande énigme de l'aviation moderne. Le mystère de cette disparition reste à ce jour une question sans réponse, marquée par des théories troublantes et de nombreuses zones d'ombre. Malgré les recherches, les analyses et les hypothèses, la vérité semble toujours hors de portée. Comme dit plus tôt, tous les éléments apportés dans cette affaire doivent être pris avec des pincettes, car bien que les autorités et les autres acteurs ayant pris part aux recherches aient communiqué de nombreux éléments sur cette affaire, il est important de garder à l'esprit que beaucoup de ces informations restent non vérifiées ou difficilement confirmables, laissant planer le doute sur ce qui s'est réellement passé. Et voilà, on arrive au terme de ce dossier. Ce sujet, il a été vraiment complexe à traiter avec beaucoup de sources, d'informations et parfois de contradictions. J'ai tenté de vous le présenter de manière chronologique et aussi claire que possible. Bien sûr, je n'ai pas pu aborder tous les aspects ni toutes les théories, mais j'ai tenté de vous partager les principaux éléments pour mieux comprendre ce mystère. N'hésitez pas à partager vos théories ou avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.